Oh, pas de cure minceur et surtout la stabilité. Christine Fréchette a dévoilé son cabinet aujourd'hui. Les tensions mondiales justifient-elles que le Canada s'intéresse à l'arme nucléaire? On s'est posé la question. Et parlant de questions, est-ce que le Canadien va revenir à la maison avec une deuxième victoire? Le suspense se poursuit au moment où on se parle. Il est 22h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table ce soir, on a Alain, Déborah, Jacinthe, François. Bonsoir à vous quatre. Les mots de l'actualité ce soir, Jacinthe, je commence avec toi. Ça n'a pas rapport avec le hockey, mais c'est prolongation, parce que oui, c'est en prolongation en ce moment-là. Mais prolongation, pourquoi? Oui, bien, on aimerait bien que la prolongation soit favorable, mais là, dans ce cas-ci, on parle de politique américaine. Donald Trump a annoncé en fin d'après-midi qu'il allait prolonger, donc de façon unilatérale, le cessez-le-feu pour pouvoir continuer à profiter de ce cessez-le-feu pour négocier. Donc, c'est un volte-face suite à hier où il disait qu'il allait devancer la fin du cessez-le-feu. Maintenant, on prolonge le cessez-le-feu. Correction d'ailleurs, au hockey, on n'est pas en prolongation, mais ça se poursuit le match. Là. On a hâte qu'il se termine pour savoir justement si le Canadien va gagner ou pas. Alain, on y va avec renoncer. Oui, dernier sondage léger qui démontre que si Paul Saint-Pierre Plamondon renonçait à sa promesse de tenir un référendum dans un premier mandat, s'il gagnait, il pourrait avoir un gouvernement majoritaire. Donc là, il est pris dans ce dilemme entre son idéologie et écouter ce que les citoyens lui disent sur le terrain. Donc, une grosse décision pour lui pour la suite, à l'approche des élections qui s'en viennent. Christine Fréchette, elle a renoncé à réduire la taille de son cabinet comme elle l'avait promis en campagne. La première ministre a dévoilé aujourd'hui un conseil des ministres imposant. Le noyau de la CAQ demeure quand même en poste, là. Mais il y a aussi quelques retours, plusieurs nouveaux visages. Résumé, on commence avec ça, de Jean-François Poudrier. Christine Fréchette promettait une cure minceur pour le Conseil des ministres, mais il y a finalement autant de gens sur cette nouvelle photo de famille que sur la dernière. On y compte 29 ministres, 17 hommes et 12 femmes, à la limite de la zone paritaire. J'ai entendu ce que les Québécois m'ont dit. J'ai pris acte de leurs attentes, de leurs inquiétudes, mais aussi de leurs espoirs qui s'expriment partout au Québec. Et c'est pourquoi l'équipe que je vous présente aujourd'hui porte un souffle nouveau. Bernard Drinville a eu ce qu'il souhaitait. Il remplace Christine Fréchette comme super ministre de l'Économie et de l'Énergie. François Bonnardel, lui, revient au Conseil des ministres par la grande porte. En plus d'être le nouveau ministre de l'Immigration, il sera leader parlementaire, un titre qu'il a ravi à Simon Jolin Barrette. La réouverture du PEC est immensément importante, prendre soin de ceux qui ont été oubliés, si je peux le dire ainsi, puis de s'assurer de respecter les règles donc de 45 000 qui ont été mentionnées déjà par mon collègue. Yann Lafrenière devient vice-premier ministre en plus de garder le portefeuille des relations avec les Premières Nations et celui de la sécurité publique qui prend un nouveau nom, sécurité intérieure. Je reçois ça avec beaucoup d'humilité en me disant qu'on a beaucoup de tâches à faire dans le temps qu'on a là. On sent vraiment l'air Fréchette. C'est un vent nouveau. D'autres ministres prendront aussi plus de responsabilités. Jean Boulet, au travail, s'occupera aussi des relations canadiennes. Éric Girard prend les infrastructures en plus des finances. Et la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, s'occupera aussi du ministère de la cybersécurité et du numérique en remplacement de Gilles Bélanger, qui d'ailleurs n'était pas présent à la sermentation. De nombreux ministres gardent les mêmes responsabilités, dont Sonia Lebel à l'Éducation, même si elle a annoncé qu'elle allait quitter la politique à l'automne. Lionel Carman lui revient aussi et reprend son ministère des Services sociaux. Pour ce qui est du 109, il y a 5 nouveaux ministres. Mathieu Lévesque, notamment, sera ministre de la Jeunesse, mais aussi ministre délégué à l'ensemble des régions du Québec. Karianne Bourassa, qui avait appuyé Bernard Drinville, fait aussi son entrée au Conseil des ministres. On a 6 membres du Conseil des ministres qui ont moins de 40 ans. Il y a une grosse place qui est faite aux jeunes, à la nouvelle génération, puis je veux le souligner parce que je pense que c'est très important pour la suite. Au total, 5 ministres ne reviennent pas, dont Jonathan Julien et Geneviève Guilbeault, qui ont annoncé qu'ils ne seraient pas là à la prochaine élection. On m'a demandé à plus d'une reprise depuis la victoire de Mme Fréchette si je pouvais envisager de me représenter. Ce que j'ai décliné parce que pour moi, la décision, elle est prise, elle est irréversible. Parmi les insatisfaits, on compte la députée de Marie-Victorin, Shirley Dorismont, qui n'était pas présente elle non plus. Elle dit maintenant réfléchir à son avenir. Le défi maintenant pour ce nouveau Conseil des ministres, ce sera de se démarquer en peu de temps. Il reste un peu plus de 4 mois avant la prochaine élection et il restera 5 semaines de travaux parlementaires lors de la rentrée le 5 mai. À l'Assemblée nationale, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info.
OK, Jacinthe, comment tu as trouvé d'abord le discours de Mme Fréchette aujourd'hui? Intéressant et positif. En même temps, encore une fois, comme son discours lors de sa nomination, Oui. Son assermentation, oui. On est encore beaucoup dans les vœux pieux. On est encore dans les il faut que. Par exemple, elle dit qu'on va ajouter 1 million d'heures en soins à domicile. Mais comment? Qui reste chez soi à temps partiel? Et est-ce qu'on a vraiment 1 million d'heures qu'on peut donner comme ça à des employés qui sont déjà embauchés? Ouais. Donc, on est dans des formules quand même très populistes. Déborah, est-ce que ça insuffle assez un vent de nouveauté, selon toi? Je pense que poser la question, c'est vraiment déjà mettre un doute là-dessus, parce que moi aussi, j'ai trouvé le discours de Mme Fréchette étrangement optimiste. Bien évidemment, elle est dans une nouvelle fonction, elle est première ministre, il faut aussi qu'elle incarne ce rôle-là. Mais par rapport à la situation et aussi à la façon dont elle a présenté son conseil des ministres, de parler d'un souffle nouveau, là, on vient de le rappeler, Jean-François vient de le rappeler aussi, 5 nouveaux seulement sur 29 ou 28 en excluant la première ministre. Pour moi, c'est pas ce que j'appelle un souffle nouveau, parce que les ténors restent en place et il y a beaucoup d'anciens ministres qui reviennent. Bien, justement, parlons des retours. François Bonnardel, Lionel Carman qui reviennent donc comme ça. Vous en pensez quoi, Alain, François? Je pense que c'est un bon coup qu'elle a fait. Ça démontre qu'elle est capable de rassembler ceux et celles, les brebis égarés de l'ère de François Legault. Puis, pour l'image d'unité, ça fonctionne. François? Bien, moi, c'est tout à fait le contraire. Quand tu es obligé d'aller rechercher des anciens alors que tu veux faire une image de renouveau, c'est que tu te rends compte que ton bassin est très limité. Elle n'a pas personne pour mettre en poste des gens compétents. Donc, ça démontre une faiblesse du c'est conseil, de très grosses faiblesses. Puis moi, c'est ce que je retiens beaucoup de ce conseil des ministres-là. Ça prend un débat pour ça, là. Ben oui, Bernard Drinville, on va en parler tout à l'heure. Tu pourrais élaborer davantage. Bernard Drinville, est-ce qu'il est à bonne place dans ce cabinet, Alain? Oui, je pense qu'il a donné un bon rôle. C'est son ancien poste, fait que c'est dur pour lui de dire que c'est pas un poste important, qui était un des bras droits de François Legault. Jacinthe, t'en penses quoi? Oui, c'est un beau geste de maturité de sa part de faire de la place à quelqu'un de ténor, pas n'importe quel. Non, absolument. Place, oui, une belle grosse place. François, t'aurais aimé qu'il y ait un non-élu qui accède au Conseil des ministres? Bien, elle a ouvert la porte. Si tu en as un élan de renouveau puis il te manque des bons joueurs, j'ai rien contre François Bonnardel, une personne que j'aime beaucoup, mais qu'est-ce qui apporte de nouveau à l'appareil gouvernemental? Si tu avais ouvert la porte à un non-élu, pourquoi tu ne vas pas en chercher un pour dire, regardez, on s'en va vers là. Pourquoi ramener un Bonnardel puis un Carman? Je ne sais pas quel avantage qu'elle a d'aller les ramener dans l'appareil. Bonnardel a quand même une petite tache, un petit nuage noir en haut de lui. Là. Déborah, en terminant, parlons de la parité. Est-ce que tu es satisfait de la proportion homme-femme? La réponse courte, c'est non, mais la parité est atteinte. On est dans la zone On est dans la zone de ce qu'on appelle la zone paritaire. Je pense 39-40 c'est la zone, mais ça pourrait être mieux. Bon, on développera là-dessus un peu plus tard, parce que la parité au sein du Conseil des ministres, est-ce qu'elle est essentielle? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Allez y répondre et n'oubliez pas de commenter également. Vous savez, on déplore déjà 9 féminicides depuis le début de l'année au Québec. Ça prend des mesures fortes pour lutter contre cette violence. C'est ce que 600 personnalités publiques demandent à la première ministre Christine Fréchette. Ces hommes, ces femmes ont signé une lettre portée par la députée solidaire Ruba Gazal et leur voix a été entendue par le nouveau Conseil des ministres. Reportage Lila Mouche. Ruba Gazal, la députée et co-porte-parole de Québec solidaire dans sa démarche. Des hommes et des femmes, on compte parmi eux Véronique Cloutier, Ingrid Falaise, Guylaine Tremblay ou encore Louise Arel, Xavier Dolan, Fred Pellerin, Éric Bruno ou encore Christian Bégin. Et d'après Québec solidaire, c'est un des plus grands mouvements de la sorte. Québec solidaire demande donc à la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, de prendre la mesure du problème en instaurant rapidement la loi Gabi-Renault. Cette loi permettrait aux femmes de savoir si leur partenaire a des antécédents de violence ou fait l'objet de plaintes. Parce que l'information, c'est le pouvoir de comprendre le danger, de se protéger, le pouvoir de rester en vie. Cette loi ne peut pas venir seule, ça ne prend pas une seule mesure pour sauver les femmes. Il faut aussi créer un vrai ministère, un ministère des droits des femmes et de l'égalité. L'enjeu pour nous, en fait, c'est de pas que les femmes se sentent encore responsables et qu'on responsabilise les femmes par la suite en disant, bien, vous étiez au courant, madame, t'sais, vous saviez qu'il y avait des antécédents en violence, donc si vous avez ce que vous méritez un peu. Donc, il faut juste faire attention à ça. Donc, ça prend de la formation. Mais alors, que dire aux hommes pour qu'ils fassent partie de la solution? Consommer aussi des trucs qui sont faits par des femmes, lire des livres, écouter des films, écouter la musique, se concentrer sur... essayer de se déconstruire réellement puis d'essayer d'être un vrai allié. Les gars,
Soyez alliés. Refusez le silence, parce que le silence protège la violence. La prochaine est encore en vie. Puis bientôt, elle sera plus. Madame la Première ministre, j'ai l'espoir au bout des bras. Vous avez, en début de mandat, la chance d'être à la hauteur de l'urgence. Les solutions sont là. Ça va se faire rapidement. Moi, j'ai envoyé un message ce matin à ma collègue Ruba Gazal en lui disant qu'on s'était déjà engagé comme gouvernement à avancer dans ce dossier-là. J'ai espoir que dans les prochains jours, on va travailler ensemble pour présenter quelque chose. La semaine dernière, Iba El Khazi, 25 ans, est décédée sous les coups de son conjoint à Montréal. Un 9e féminicide qui, pour beaucoup, aurait pu être évité. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Déborah, est-ce que tu es surprise de voir qu'il y a autant de monde, autant de personnalités qui se mobilisent pour cette cause-là? Non, pas du tout. Au contraire, je suis soulagée de voir autant de personnes qui répondent à cet appel lancé par Mme Gazal. Je pense que c'est important. Je pense qu'on en parle beaucoup et c'est le temps de vraiment joindre sa voix à ce type d'action et vraiment de faire en sorte qu'on puisse porter toutes ces voix-là devant le gouvernement. Donc, pas du tout surprise, mais très, très soulagée. Et je pense que c'est un bon coup de Ruba Gazal d'avoir lancé cette lettre ouverte. On en parle chaque fois qu'il y a un drame qui survient, mais là, de voir comme ça un mouvement, ça amène toute une... En fait, on veut souligner le sérieux de la crise qu'on vit présentement. Est-ce que tu penses que ça va faire bouger les choses, Jacinthe? Oui, on le voit déjà avec Yann Lafrenière qui dit qu'il va mettre de l'avant des mesures. Et cette voie-là permet d'ouvrir le dialogue sur quelles sont les solutions aussi, parce que là, il y a des solutions proposées. Mais est-ce qu'on a vraiment fait le tour de tout ce qui peut être proposé? Ça va être intéressant de voir autant de gens là, qui font aller leur cellule cérébrale pour trouver des solutions, parce que c'est quand même des problèmes complexes. Là. Donc, au-delà d'identifier ces gens-là qui ont déjà eu des antécédents, il y en a d'autres qui n'ont jamais eu d'antécédents et il y a sûrement d'autres choses à faire. Oui, pas évident. Alain, leur demande, on dit quand même, a été bien accueillie là, par Yann Lafrenière. Réaction assez rapide là, quand même. Oui, tout à fait. Puis même la première ministre, dans son discours aujourd'hui, a tenu à le souligner clairement. Donc, ça démontre l'importance que ça a, qu'elle a entendu. Puis Yann Lafrenière qui a le mandat de déposer un projet de loi pour permettre aux femmes de demander aux policiers les antécédents judiciaires de leurs conjoints. Donc, ça va de l'avant. C'est un outil plus que les femmes auront. C'est complexe quand même, là. Bien, c'est très complexe. Puis j'ai peu de misère à comprendre que quelqu'un dans une nouvelle relation va appeler la police pour dire hey, est-ce que mon conjoint a des antécédents? Je le vois pas dans un monde réel comment ça va arriver. Ça se fait de plus en plus. Ça se fait sur les réseaux sociaux. Peut-être, mais j'ai de la misère à comprendre que si tu embarques dans une relation et tu as un doute sur la personne... C'est déjà méfiant. C'est déjà méfiant. Je ne sais pas. Puis des fois, c'est pas dans les premières heures qu'après un certain nombre de jours, il y a des petits doutes qui peuvent s'installer. On veut les clarifier le plus rapidement possible. Oui, c'est certain, mais c'est pas si évident que ça, je pense. Non. Alors, on va suivre ce dossier-là. Autre dossier, les relations commerciales avec nos voisins du Sud sont tendues, on le sait, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Eh bien, le premier ministre Carney a dévoilé aujourd'hui la nouvelle mouture de son comité sur les relations économiques Canada-États-Unis. Sa mission, émettre des recommandations au gouvernement. Parmi les 24 membres, on retrouve 6 Québécois, dont l'ancien premier ministre Jean Charest, la présidente de la FTQ Magali Picard, des représentants de l'industrie touchés par les tarifs douaniers et notre débatteuse et spécialiste de politique américaine, Valérie Baudouin. Ça veut dire on échange des idées, on va se parler franchement dans ce comité-là qui est indépendant. Alors, je pense que tout le monde est à l'aise aussi de donner son point de vue. Et après ça, ils prennent ce qu'ils veulent. Hein. On n'est pas des élus, alors ils peuvent décider de prendre une partie peut-être de nos recommandations ou des éléments de nos discussions. Mais je pense que le but du comité, ça va être vraiment de représenter à peu près tout le monde. Bonne stratégie de Mark Carney, Alain, d'aller chercher l'opinion de plusieurs personnalités du monde politique et des affaires. Oui, tout à fait, de tous les horizons, de toutes les provinces. Donc, je pense que c'est un bon coup, surtout qu'il a décidé, par une première publication sur YouTube, aussi d'informer la population en temps réel. Donc, on sent qu'il veut prendre les devants parce que ce ne sera pas des négociations qui vont être faciles. Donc, il a tout intérêt de bien communiquer son message. Oui, ce comité se devait d'être diversifié. Ah oui, je pense que oui, il a bien prouvé que ce soit
diversité géographique, diversité de genre, diversité de points de vue, ce qui en fait un grand comité. Moi, je suis très curieuse de voir un peu la faisabilité ou l'opérationnalisation de ce comité-là, mais à beaucoup de personnes. Mais je souligne aussi la présence de quelqu'un dans le domaine des arts, ce qui prouve que dans le cadre de cette entente-là, c'est important aussi ce domaine-là. Et ça, c'est un bon signal également envoyé par Mark Carney. Est-ce que tu vois d'un bon œil la présence de représentants syndicaux dans ce dossier-là? Ben absolument pas. Je veux dire, quand tu regardes la composition de ce comité-là, je pense qu'à peu près 60-70 ce sont tous des représentants syndicaux. Il y en a énormément de représentants syndicaux. Donc, ils représentent des travailleurs. Mais qui sont là pour protéger leurs membres. L'automobile, on le sait déjà que l'automobile est déjà problématique. On n'a pas la Commission canadienne du lait qui n'est pas là non plus. Ça me surprend parce que c'est Donc, il manque des gens. Il manque des gens. OK. Comment t'entrevois, toi, la renégociation de la CEUM? Bien, c'est intéressant, ce comité, mais encore faut-il noter que Mark Carney est élu depuis 1 an. La négociation s'effectue cette année, mais on aurait dû déjà travailler ce terrain-là. Je m'explique mal aussi que ce comité a été nommé en janvier 2025. C'était un autre comité, c'était 15 membres. Là, dans ces 15 membres, on reconduit le mandat de 4 de ces 15 membres-là. On laisse aller une portion. On recommence à nouveau avec un nouveau comité. C'est étrange. Notre sondage express en ce mardi, ça porte sur le dévoilement du Conseil des ministres. On veut savoir, est-ce que vous êtes satisfait, vous, des choix de Mme Fréchette? Allez répondre à la question. On aura les résultats au retour. Également au retour, le débat sur l'armement nucléaire. Ça gagne en popularité au Canada. L'équipe d'Entre les lignes s'est penchée sur la question. On vous présente ça dans un moment. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de la composition du Conseil des ministres? Vous avez répondu oui à 50 non à 50 Ça, c'est de la parité, ça. Ça, c'est de la parité. Hey, les conflits se multiplient un peu partout sur la planète et le Canada ne fait pas exception. Et il fait, lui aussi, face à des menaces, notamment de la part des États-Unis. Dans ce contexte, l'ancien chef des Forces armées a suggéré récemment que le Canada se dote de l'arme nucléaire pour mieux se protéger. Mon collègue Étienne Fortin-Gauthier a exploré la question dans un nouvel épisode d'Entre les lignes. Certains au Canada voudraient qu'on explore cette voie pour se protéger. Ça a été le cas de l'ancien chef de la Défense canadienne, Wayne Eyre, lors d'une conférence qu'il a donnée à Ottawa il y a quelques semaines. Et ça a lancé un grand débat. C'est ce qu'on explore dans notre nouvel épisode d'Entre les lignes. Certains experts trouvent que c'est une bonne idée. On devrait débuter le développement de cette arme nucléaire dans l'optique de la dissuasion nucléaire pour protéger le Canada de toute attaque provenant de la Chine, de la Russie ou peut-être même des Américains. Mais c'est une question, évidemment, qui fait débat chez les experts. Et c'est pas nécessairement qu'on va en avoir besoin dans 5 ans. Mais on peut peut-être arriver à un scénario où ça l'est utile et puis on ne peut pas se retrouver dans une situation où on fait « ouais, mais on aurait peut-être dû ». Et si on veut se protéger des États-Unis, qui est notre voisin le plus proche, c'est impossible pour nous de développer l'arme nucléaire sans qu'ils le sachent qu'on est en train de le faire. Et ça pourrait justement éviter l'intervention qu'on cherche à dissuader. Ah oui, un peu comme avec l'Iran, là. Exactement. Parce que certains disent qu'on a les ressources pour la bâtir, cette arme, au Canada. On a l'expertise également des scientifiques qui ont les connaissances nécessaires. Est-ce que ça serait mieux, moins cher même que le développement d'une armée traditionnelle comme on le fait présentement avec les décisions du gouvernement Carney? Faut voir. Il y a aussi l'offre de la France qui a offert d'offrir à certains alliés une sorte de parapluie nucléaire, prêter par exemple certaines armes nucléaires pour qu'elles puissent protéger des alliés. Nous ne poursuivons pas des armes nucléaires. Nous investissons au lieu dans des armes plus conventionnelles. On croit ici, et j'ai vu la preuve à cet effet, que les pays qui ont des armes nucléaires sont quand même aussi assujettis à des problèmes de guerre que les pays qui n'en ont pas. Lors de la guerre froide, il y avait une explosion du nombre d'armes nucléaires sur la planète. Ça avait diminué énormément dans les dernières années, mais on semble retourner avec les annonces de plusieurs pays de la planète vers une course à l'armement nucléaire. Vous en pensez quoi, Alain? Est-ce qu'on devrait se tourner un peu vers l'arme nucléaire là, pour pouvoir se protéger? Moi, cette rhétorique d'avoir une arme plus grosse que l'autre pour se protéger, j'y crois pas. Je pense qu'on devrait plutôt s'entendre avec des alliés. On a l'OTAN, on a les Américains, trouveront le bon partenaire, puis je pense qu'on est condamnés. C'est pas en ayant plus d'armes nucléaires sur la planète qu'on va être... C'est loin d'être une arme comme une autre, là, Déborah, quand Exactement, comme Alain dit, c'est définitivement... La réflexion, est-ce que c'est pour se comparer à d'autres, mais pour ne jamais l'utiliser, mais c'est pour l'avoir au cas où, mais pour être en mesure
de dire qu'on a comme les autres, sincèrement, ça ne répond, à mon sens, à aucun besoin et on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour se protéger et de l'avoir. C'est plus pour que ça devienne, à la limite, un argument dissuasif. Exactement. Là. Mais Jacinta, on a quand même une entente avec les États-Unis, ne serait-ce que pour se protéger un peu. Est-ce que ça tient encore, ça? Ben oui, on bénéficie encore du parapluie nucléaire de l'OTAN, d'abord et avant tout. On a aussi une entente de partenariat avec les États-Unis, mais on bénéficie déjà de ce parapluie nucléaire. Et de toute façon, on perdrait toute notre crédibilité, le Canada, parce que le Canada milite historiquement depuis toujours pour la non-prolifération des armes nucléaires, notamment dans le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Donc, on aurait un double discours. Est-ce que le Canada ne devrait pas se tourner vers et miser sur d'autres secteurs? Bien, oui, mais tu sais, le Canada, on a une chance en ce moment avec l'Iran de prouver qu'on est un pays stable économiquement pour, entre autres, exporter du pétrole. La minute qu'on va avoir l'arme nucléaire, on va devenir comme l'Iran éventuellement, où on va être risqué de se faire taper dessus. On a une opportunité en or de dire aux gens, aux pays, venez nous voir pour notre pétrole. On est stable économiquement. On ne veut pas l'arme nucléaire du tout. Vous avez des commentaires à partager avec nous sur ce sujet ou des idées de débat? Bien, allez-y, écrivez-moi. Mon adresse est à l'écran. Bon, on va parler de hockey, la fièvre des séries éliminatoires qui s'est emparée de la province. Les yeux étaient donc rivés ce soir sur le deuxième match de la série entre les Canadiens et le Lightning de Tampa Bay. C'était à Tampa, d'ailleurs. C'est à Tampa. Après 3 périodes, la marque est toujours de 2-2. La prolongation vient de commencer. Jusqu'à maintenant, le match est assez intense. Les esprits se sont d'ailleurs échauffés à de multiples reprises. Prochain affrontement, ça va avoir lieu vendredi à Montréal. On verra si le Canadien va être revenu avec une autre victoire ou pas. Tu as regardé le match, vous suivez tout ça, là, je vous ai vu pendant qu'on se préparait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as pensé du match jusqu'à maintenant? Écoute, c'est excitant et c'est le fun. C'est pour Montréal, mais en même temps, c'est tellement du niaisage, il y a tellement d'accrochages, ils se battent tout le temps, ça finit plus. Ça devrait être fini, ce match-là, en ce moment, là. Mais en même temps, c'est ça, les séries. Et c'est celui qui va sortir avec le moins de bleu qui va être capable de gagner. Malgré tout, c'est très rassembleur, malgré que ça se tapoche un peu. Moi, ça faisait rassembleur. Longtemps que j'avais pas écouté une partie au complet dimanche avec des amis. On avait l'impression presque que c'était le Super Bowl. Fait qu'il a tous fallu le lendemain matin aller courir pour éliminer les calories. Fait que c'est très rassembleur. C'est le fun avec tout le négatif dans la société. Même Déborah, tu vas suivre les séries? Même moi, Michel, c'est exactement. J'allais dire, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, c'est très rassembleur. Même moi qui ne suis pas, qui ne comprends pas tout à fait, même moi, je suis obligée de suivre les scores et de savoir où on est rendu. Ça veut beaucoup dire. Donc oui, rassembleur à fond. Jacinta, avec les gars, on regarde ça à la maison? Oui, absolument. J'ai entendu beaucoup de gens prédire Canadiens en 6, mais aujourd'hui, j'entendais des gens réviser leur position et dire Canadiens en 4 finalement, tellement ils étaient optimistes. Rapidement, en quoi? En 5. En 5? En 5. En 5? Je vais suivre la majorité. OK. Bon, on va attendre de voir. Il faudrait qu'ils gagnent le match de ce soir. Ça serait bien aussi. On s'arrête 30 secondes. C'est le débat. On va parler de parité ce soir. On se lance officiellement